Bonsoir, j'espère que tout le monde nous entend bien. On est dans une réunion aujourd'hui un peu à l'image de Xavier, à portée d'engueulade. On est chez Nathalie avec Émilie aujourd'hui pour parler de sujets qui tournent autour de la formation, de la jeunesse, de l'apprentissage, de l'action de la région. Et puis, on va essayer de répondre à toutes les questions qui seront posées. C'est open, exactement comme dans une vraie permanence, pas virtuelle, avec ceux qui poussent la porte, ceux qui ont envie effectivement de s'intéresser à nos propositions, à ce qui a été réalisé et ce qu'on compte faire autour de Xavier Bertrand et de son équipe. Donc, Julien a accepté de venir aussi pour m'aider à animer cette réunion. Et on va rester ensemble pendant une petite heure. C'est un Zoom, donc qui est limité dans le temps. De toute façon, l'idée n'est pas de faire long, c'est de faire efficace et concret et de présenter donc l'action de la région et de notre équipe unie ensemble. Pour commencer, Nathalie, tu vas nous dire quelques mots sur toi, d'une manière très très simple, pour te présenter. Pour ceux qui, il y a ceux qui te connaissent, beaucoup de gens te connaissent ici. On est à Cambrai, dans le Nord. Tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu as un emploi du temps très chargé. Donc, je te remercie déjà de nous avoir accueillis, de donner de ton temps. Je sais qu'il est précieux. Et Émilie, qui nous rejoint aussi ici à Cambrai, qui est candidate aussi sur la liste du Nord. Vous allez pouvoir échanger avec tous ceux qui ont poussé la porte virtuelle de cette réunion. Donc, je te donne la parole. Tu prends le temps que tu souhaites. Bonjour à tous et donc bienvenue chez moi, puisque ce soir, c'est moi qui reçois. Donc, je suis Nathalie Drobinoa, je suis donc candidate sur la liste du Nord. Se battre pour vous. Je suis candidate actuelle et sortante, hein, puisque j'ai été élue avec Xavier Bertrand et la liste en 2015. Je me suis plus particulièrement occupée à la région de tout ce qui est mon domaine de compétences, hein, qu'il est déjà, sur l'emploi, la formation, l'apprentissage. Je suis également adjointe au maire, déléguée à l'emploi et la formation, et à l'insertion. Et dans mes heures perdues, je suis directrice de 2 centres de formation et d'une antenne économique. Parallèlement, effectivement, comme tu le disais, j'ai un emploi du temps chargé puisque je suis également présidente d'une mission locale. Voilà, très attachée à la cause des jeunes et de la formation. Merci. Émilie, alors toi, tu es professeure. Tout à fait. Tu vas nous dire quelques mots sur toi, pourquoi tu as rejoint la liste, et pour expliquer un peu à tous ceux qui sont aujourd'hui dans notre réunion, qui sont autour de la table, et qui veulent aussi te découvrir, en savoir un peu plus sur toi. Bien sûr, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci à Nathalie de nous accueillir dans demeure, c'est très sympathique. Et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir rencontrer les gens, mais ça permet de rentrer chez les uns et les autres. Donc voilà, c'est pas néfaste non plus ce Covid. Prenons les choses du bon côté. Alors, moi, je m'appelle Émilie Dupuis, je suis illuisienne, donc ville non loin de Cambrai. Je suis enseignante en histoire médiévale à l'université de Polytechnique de Hauts-de-France, ici sur le site de Cambrai, et enseignante en histoire à Charleroi. Donc je suis frontalière, transfrontalière. C'est important, il y a beaucoup de transfrontaliers quand même ici voilà, dans donc la région. Je comprends les gens qui prennent leur voiture le matin et qui vont travailler outre-Quérin et qui reviennent le soir aussi. Donc je pense que sur la région, on est 35 000 à faire le déplacement chaque jour entre la France et la Belgique. Et je suis donc aussi doctorante en histoire médiévale. J'espère terminer ma thèse très bientôt. Je suis pour la 2e fois sur la liste de Xavier Bertrand. Donc, en 2015, j'étais aussi engagée auprès de Xavier Bertrand et avec Nathalie, qui m'a permis de découvrir aussi Nathalie. Elle est devenue amie. Donc, merci à Xavier pour cette belle amitié. Et puis, cette année, donc en 52e position sur la liste de Xavier Bertrand, tout simplement, voilà, parce que c'est quelqu'un de terrain, quelqu'un du terrain, du terroir aussi, du territoire. C'est quelqu'un qui n'est pas parachuté, c'est un vrai homme des Hauts-de-France, donc il sait de quoi il parle quand il parle du terrain, et c'est ça que j'aime chez lui et dans son équipe, puis ce sont des gens aussi qui sont vraiment des Cambraisiens, des Caudrésiens, des Saulnois, mais aussi au-delà des Lillois, des Dunkerquois. Donc on a vraiment des gens qui sont de chez nous et qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent du terrain et du territoire de chez nous. Donc c'est pour ça aussi que je me suis engagée
à repartir avec la liste de Xavier Bertrand. Moi, il est vrai que mes domaines de compétences sont plus l'enseignement, mais aussi les sports, et puisque je suis aussi adjointe à la mairie d'Ivry aux fêtes, sports et cérémonies depuis 13 ans. Donc, j'ai aussi la connaissance du terrain et de la proximité de la population, puisqu'un élu local, et notamment dans les petites communes, on est plus facilement à portée d'engueulade, comme le dit Xavier Bertrand. Donc, je sais ce que c'est que d'être élu et que d'aller vers les gens et de recevoir aussi les critiques et les belles choses aussi, parce que parfois, on a aussi des belles surprises et on s'engage aussi pour ça. Donc, voilà pourquoi j'ai rejoint de nouveau la liste de Xavier Bertrand. Très bien. Merci, Émilie. Donc, on va prendre quelques questions. Alors, je propose, et puis, un mot simplement de rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, on est là pour des questions, mais aussi pour entendre des suggestions, des propositions. Vous connaissez Xavier Bertrand, c'est quelqu'un qui aime bien avoir ce contact direct avec la population. On essaie aussi d'être ses ambassadeurs et on transmettra de toute façon même des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'elles ne sont pas forcément du domaine de compétence, soit de la région, soit du domaine de compétence des deux invités qui sont aujourd'hui autour de la table. Mais toutes les suggestions qui seront apportées, on les transmettra à qui de droit. Et on est vraiment là pour vous écouter et on est des passeurs d'une certaine manière. Exactement. Et justement, Jean-Paul, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le bilan. Comme tu disais, Émilie, Xavier Bertrand et son équipe sont plutôt des faiseux et pas des diseux. Et le slogan de campagne 2015, c'était la région où le travail. Et justement, en termes de formation, en termes de travail dans cette optique-là, quel bilan, toi, tu peux en tirer, vu que tu es, comme tu as dit, conseillère régionale sortante? On a vraiment axé notre action sur les personnes qui travaillent et sur le travail au quotidien. Puisque de toute façon, une des compétences de la région, bien sûr, c'est le développement économique, c'est la formation professionnelle. Donc, tout naturellement, entre autres compétences, tout naturellement, évidemment, on s'est orienté vers des propositions dans ces domaines, mais également sur des domaines qui ne sont pas les nôtres. Tout simplement, avec des mesures très pragmatiques, très concrètes, qui permettent aux gens qui travaillent et qui n'ont pas forcément les moyens de joindre les deux bouts, de pouvoir être un peu plus sereins. Voilà, donc on a mis en place des aides comme l'aide au transport, l'aide à la garde d'enfants, la voiture à 2 euros, qui permet à des gens qui vont travailler et qui n'ont pas de voiture immédiatement pour y aller, de pouvoir s'y rendre, et également pour des jeunes qui sont en apprentissage ou en formation. Voilà, donc des mesures vraiment très concrètes qui parlent aux gens et qui permettent bien à ceux qui travaillent de pouvoir aller un petit peu mieux. Et d'améliorer le quotidien. Et on a vu aussi les résultats extrêmement concrets, notamment en nombre d'apprentis, puisqu'il me semble qu'en 2017, il y avait 33 000 apprentis et on est passé donc en 2020 à 41 000. Donc des chiffres et des résultats extrêmement concrets et qui font un beau bilan et le bilan de ce mandat de 2015-2020. Nous avons aussi une première question de Valentine. Alors, je ne sais pas si Valentine est connectée, si elle est avec nous. Si Valentine est là. Je suis là. Je suis là. Bonjour. Bonjour Valentine. Alors, moi, je me demandais en quoi la région peut-elle venir soutenir les étudiants, notamment pendant toute cette période de crise sanitaire assez compliquée. Alors, on a les étudiants ne rentrent pas entre guillemets directement dans les compétences de la région. Néanmoins, nous voulons forcément être au plus près des habitants et donc nous avons déjà mis en place des choses, notamment pendant cette période de crise. Alors pour les étudiants, mais aussi pour les lycéens qui avaient quelques soucis, notamment par exemple pour se connecter. Voilà, on a mis en place on a acheté des tablettes. Qui ont pu servir au lycée de façon à ce que les jeunes qui n'avaient pas le matériel puissent se connecter. Pour les étudiants directement, nous avons mis, surtout cette dernière année, en place des choses, notamment sur la restauration gratuite pour certains d'entre eux, parce que cette crise a été violente pour beaucoup et particulièrement pour ces jeunes. Donc, évidemment, nous avons mis en place ce genre de choses. Nous avons encore des choses à mettre en place dans notre programme qui, par exemple, viennent en aide aux jeunes qui doivent passer un permis, qui n'ont pas les moyens de passer un permis. Donc, ce sera bien sûr pour les jeunes qui recherchent un emploi, pour les jeunes apprentis en alternance ou qui rentrent en formation. Nous avons également des propositions sur l'aide à la mutuelle
parce que c'est une grosse dépense également qui doit être assumée par un étudiant et ce n'est pas toujours simple. Nous allons de toute façon orienter toute notre action vers la population et pas uniquement sur nos compétences premières. Je ne sais pas si ça répond complètement. Si, complètement. Non, je pense que l'idée de la mutuelle, qui est une idée qui a été suggérée par Natacha Bouchard, qui est la tête de liste dans le Pas-de-Calais, la de Calais, c'est une proposition vraiment importante parce qu'on connaît le coût de la mutuelle. C'est vrai, dans le budget d'une famille, ce n'est pas négligeable. Et effectivement, il y a deux catégories de population qui sont souvent un peu laissées de côté. Il y a d'un côté, effectivement, les étudiants, et puis il y a évidemment aussi les retraités, certains, qui malheureusement n'ont pas de mutuelle pour certains, qui ne peuvent pas se l'offrir. Voilà, ils font l'impasse dessus. Voilà, ça peut coûter jusqu'à 130 € par mois dans le budget d'une famille, d'une petite retraite. C'est important. Et pour des étudiants, là aussi, évidemment, on se retrouve avec des gens qui ont des difficultés pour avoir l'accès aux soins. Donc ça, c'est une proposition quand même qui est assez centrale. Et c'est vraiment une nouvelle initiative et qui fera partie vraiment des priorités des années à venir. Alors, ce qu'on a mis aussi en place parce qu'on s'est aperçu en fait que évidemment avec tous les commerces qui fermaient, avec les petits jobs qu'avaient les étudiants, certains se retrouvaient forcément sur le carreau. On a également constaté que des jeunes qui avaient des stages obligatoires dans le cadre de leur cursus ne pouvaient pas y prétendre. Et donc, on a étendu, on a ouvert bien sûr l'entrée au stage. On a permis aussi à des jeunes, on a formé des jeunes pour pouvoir prendre en charge les étudiants qui sont en mal-être sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. La prévention des risques psychologiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, des jeunes étudiants ont été formés, des jeunes pour pouvoir venir en aide à ces jeunes qui n'ont malheureusement pas la cellule familiale qui peut leur venir en aide, ou tout simplement qui ont besoin d'en parler à d'autres jeunes et s'identifier à des jeunes qui vivent la même chose. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, moi étant dans le milieu étudiant, j'ai ressenti énormément de détresse sur certains étudiants qui quittent leur région pour venir faire leurs études, notamment ici à Cambrai, et qui se retrouvent tout seuls. Ils arrivent en septembre où ils sont en distanciel, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas la ville. Et ça a été très difficile aussi pour certains psychologiquement. Il y a un gros décrochage aussi, j'ai pu constater par rapport aux années précédentes, notamment à l'éloignement et aussi à la précarité. Comme dit Nathalie, il n'y a pas de job étudiant. Donc il y a une épicerie solidaire qui a été mise en place, etc. Et je pense que c'est très important aussi pour ces étudiants de se sentir soutenus. Et justement, je crois qu'il y avait un dispositif d'aide aux épiceries solidaires qui a été proposé par la région. Et c'est près de 8 millions d'euros d'engagement de la région pour accompagner cette précarité étudiante donc, au quotidien depuis un an. Donc, la région est vraiment allée au-delà finalement de cette prérogative, mais parce qu'il faut s'occuper des habitants, de ceux qui souffrent. Et l'étudiant, c'est l'avenir de la France, de la région et de la France. Donc, il faut soutenir notre force vive aussi. Alors, il y a des initiatives qui ont été prises aussi. C'est vrai que les cartes de TER, par exemple pour le transport, bon, même si ce n'est pas des choses particulières pour les étudiants, mais c'est vrai que la carte TER, par exemple, régionale, aujourd'hui, elle profite à tous et à toutes, et ce n'est pas négligeable. Donc, il y a aussi des mesures qui sont périphériques, comme tu le disais, qui ne concernent pas forcément immédiatement les étudiants, mais qui peuvent aussi les rassurer, les conforter. Moi, j'ai par exemple, elle ne l'est plus depuis très peu, mais j'ai ma fille qui était étudiante et qui parfois était un peu stressée de prendre le train. Ouais. La vidéosurveillance qu'on a accompagnée sur pas mal de gares permet aussi de sécuriser tout ça. Et c'est vrai que pour des jeunes femmes et même des jeunes hommes, ça peut rassurer. Donc, on est là au quotidien. Même pour les personnes âgées qui prennent le train. Tout à fait. Mais là, vraiment, la région est là au quotidien pour accompagner la vie de chaque jour en sortant un peu de nos prérogatives, finalement. Oui, parce que la sécurité, c'est vrai que c'est… Ça, on le dit, il faut le rappeler quand même pour ceux qui nous écoutent, c'est que la sécurité ne fait pas partie des compétences de la région. Donc ça, c'est vraiment des initiatives, c'est une volonté, effectivement, de Xavier Bertrand et de son équipe de quand même mettre l'accent sur ces sujets, d'aider les communes à pouvoir équiper des polices municipales, d'accélérer aussi le programme en matière de vidéosurveillance, pas seulement dans les trains, dans les gares. Il y a des équipes aussi, il faut le rappeler, qui sont financées par la région. Quand on rencontre un certain nombre de forces de l'ordre dans les trains, ce sont des forces de l'ordre qui sont financées par la région.
Donc, il y a beaucoup d'initiatives de ce type qui ont été prises et qui vont au-delà des compétences qui sont limitées à un certain nombre de domaines. Et souvent, ça se fait aussi en collaboration avec d'autres élus, puisque l'idée de la région, c'est de n'exclure personne. De la même manière qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ne sont pas du tout du même bord politique que l'équipe de Xavier Bertrand, on a travaillé sans exclusive. Hein. Donc, il y a des mairies qui sont dirigées par le Rassemblement national, il y en a d'autres qui sont communistes, il y en a d'autres qui sont socialistes, d'autres qui sont gaullistes. On a travaillé avec tout le monde sans exclusive, et ça, il faut le rappeler, parce que le rassemblement, c'est une priorité aussi pour notre équipe. D'autres questions? Oui, alors il y avait plusieurs questions, mais tu as répondu tout à l'heure, Nathalie, justement sur qu'est-ce que vous prévoyez dans le programme à venir exactement en faveur des jeunes, donc comme tu as pu le dire, donc la mutuelle santé, la prise en charge, et puis la prise en charge aussi d'une partie du permis de conduire pour la mobilité, puisque la mobilité, c'est quand même extrêmement important. Oui, il y a effectivement d'autres choses. Là, on parle exclusivement des étudiants, puisqu'il me semble que c'est une étudiante. Oui, c'est Laura. Est-ce que Laura est là? Ou Laure? Laure, pardon, Laure, ouais, c'est ça, Laure. Mais il n'y a pas que les étudiants, hein, parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas dans le circuit étudiant et qui sont sur d'autres circuits. On a notamment des jeunes apprentis, on a également des jeunes demandeurs d'emploi, hein, puisqu'on a des décrocheurs, par exemple, hein, qu'il faut ramener dans le circuit. Et donc là, c'est vraiment sans limitation, c'est-à-dire qu'on essaie de gérer, quel que soit le statut de la personne, en travaillant, comme tu le disais, bien sûr avec les collectivités locales, mais aussi départementales, puisque quand on parle de jeunes, par exemple, bénéficiaires du RSA, eh bien là aussi, on a travaillé énormément avec le département de façon à pouvoir les raccrocher au système et pouvoir leur faire prendre en charge leur formation. Non, mais c'est important, c'est un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, il concerne toutes les collectivités. Évidemment, les maires au premier rang, mais aussi le département et toutes les collectivités. On travaille avec l'État, évidemment. Donc, moi, je sais qu'à titre personnel, dans ce que j'ai fait autour des associations dans lesquelles je me suis investi, on travaille, on a un chantier d'insertion, par exemple, on a à Amiens. En permanence, on a entre 20 et 30 personnes en formation. On a ouvert aujourd'hui des chantiers aussi dans les prisons, avec l'État, pour tout ce qui est travaux d'utilité générale. Il y a un certain nombre de gens qui vont travailler aussi dans ce cadre. Donc, il y a de multiples initiatives qui sont prises. Et après, j'ai peut-être un mot d'ailleurs de ce que j'ai lancé aussi dans les lycées, avec l'opération des potagers, j'en parlerai tout à l'heure. Oui, parce que l'alimentation, c'est une clé. C'est très important sur l'accès à une alimentation saine et durable. Principe aussi d'égalité. Je crois qu'il y avait Peggy aussi qui avait une question à poser, notamment sur son quotidien de mère de famille et avec son fils qui a 20 ans. Est-ce que Peggy, vous êtes là? Oui, je suis là. C'est bon, le micro est réactivé. Bonjour. Bonsoir Peggy, merci d'être là. Bonsoir Peggy. Bonsoir, je vous en prie. Les questions, c'était… donc là, c'est vrai que voilà, j'ai mon fils qui a 21 ans, qui est en BTS. On va dire qu'il a la chance. Il a pu trouver un contrat étudiant où travaille le samedi, ce qui n'est pas donné forcément à d'autres jeunes de son entourage qui ont été plus en galère, où je rencontre ça également dans ma vie professionnelle, puisque je travaille dans une association qui s'occupe de l'insertion des jeunes. Donc, par exemple, là, j'ai parlé d'éducation, alors c'est encore un étudiant, et l'éducation nationale, c'est comment sont répartis les besoins, comment on peut travailler dessus sur les besoins de formation pour bien les adapter au territoire. Là, j'ai eu un peu de chance parce que mon fils a son permis, sa voiture, mais au mois de septembre, on lui a annoncé que sa deuxième année de BTS se faisait sur une autre ville du territoire. On avait regardé en transport en commun, ce n'était pas possible. Alors, je sais que les bus ne sont pas de la compétence de la région, mais on a aussi nos lignes de chemin de fer qui font Cambrai-Caudry, que la région a beaucoup travaillé pour améliorer les lignes entre les grandes villes qui en ont besoin, mais aussi à l'intérieur des petits territoires. On a besoin de ces transports en commun pour permettre aux jeunes d'aller ou dans un centre de formation, et on est vraiment dans des petits territoires ruraux, on a une ville, Cambrai, qui est importante, mais qui est quand même 116 communes rurales. Comment la région peut intervenir pour permettre aux jeunes d'accéder aux places de formation qui sont mises en place? Et j'irai un peu plus loin, peut-être comment on peut communiquer sur ces besoins, sur les formations qui existent vraiment sur le territoire, ou des professionnels. Je travaille dedans, on a accès, mais je pense que voilà, mes voisins, si on parle de citoyens, ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est fait ou comment on y accède.
Et Peggy, justement, simplement, un témoignage terrain, comment vous avez perçu, parce que vous travaillez quand même dans le domaine de la réinsertion professionnelle, hein, Oui. et plutôt sur un public de jeunes, comment vous avez perçu vos jeunes que vous aidez au quotidien depuis 1 an? Ça nous intéresse, ce témoignage terrain-là. Quel bilan vous en tirez et finalement, comment vous voyez un peu l'avenir? Donc, depuis 1 an, avec la crise sanitaire, les jeunes sont un peu, malheureusement, je dirais, un peu défaitistes. Ils y croient plus trop. On a beau relancer, ça reprend. Bon, les différentes étapes, hein, confinement, déconfinement, on n'a pas forcément aidé. Le fait l'accompagnement numérique. Alors, même si on dit, les jeunes, ils ont leur téléphone, ils vont sur Facebook, les réseaux sociaux, dès que ça doit toucher à leur insertion sociale et professionnelle, ils ne savent pas. On s'est retrouvés lors du premier confinement où on demandait même aux jeunes d'envoyer simplement des documents par mail. Ils ne pouvaient pas. On a passé beaucoup de temps à leur faire installer des applis à distance, à leur mettre en place à la visio. Donc, même si on pourrait avoir une idée qui dit ils sont habitués de ces réseaux, non, pas pour utiliser dans leur recherche de formation ou leur recherche d'emploi. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même assez motivés, mais on se retrouve avec des jeunes qui veulent changer de métier. On avait quand même beaucoup de jeunes qui utilisaient la restauration et qui, aujourd'hui, ont pu essayer autre chose pendant le confinement et ne veulent plus y aller. Donc là, en tant que structure, on a des difficultés à pourvoir des postes parce qu'il y a des postes sur le territoire. Après, ils ne se projettent pas forcément à l'avenir. Je pense qu'ils ont besoin de sécurité, justement. Ils se sont retrouvés dans une période où, du jour au lendemain, plus de ressources. Essayer de mettre en place des allocations. Alors, malheureusement, hein, on est encore une administration française où il faut donner des papiers. Je pense qu'on devrait vraiment équiper nos administrations de faire le tout numérique. Rien que pour une rémunération ASP, c'est énorme le nombre de papiers qu'on doit encore faire et envoyer par voie postale. Je pense que si on pouvait tout numériser, on gagnerait beaucoup de temps pour être beaucoup plus réactif dans des situations d'urgence. Donc ça, je ne sais pas comment la région peut aider à accompagner, ou même elle, hein, puisque aujourd'hui, c'est vrai que quand on est stagiaire de la formation professionnelle, on est rémunéré par l'ASP. Donc c'est un organisme de paiement à côté. Est-ce que ça ne peut pas être pris en charge par la région qui permettrait de numériser plus vite? Je ne sais pas. Hein, ces délais de rémunération, il faut qu'on amène du décrochage et sur la formation aussi. Hein. On a des jeunes qui se retrouvent sans rému et qui vont abandonner leur formation parce qu'ils se retrouvent sans moyens pour des papiers qui traînent. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un grand enjeu pour sécuriser toute cette partie. La mobilité. Hein. Bon, dans l'association où je travaille, c'est 4000 jeunes reçus à l'année, 30%, seuls 30% ont le permis. Et sur un territoire comme le Cambrésis, c'est compliqué. Leur faire découvrir les métiers qui émergent, qui recrutent dans les grandes zones qui arrivent chez nous, s'ils n'ont pas le permis, malgré tous les postes qu'il va y avoir, il n'y a pas les transports en commun pour s'y rendre. Il faut qu'on soit aidé aussi sur cette thématique. D'accord. Si je résume, et après je donne la parole à Nathalie, notamment sur la réorientation, et je crois que c'est un phénomène que tu vis au quotidien dans ton activité professionnelle, donc il y a comme une fracture numérique et puis une forme d'inégalité sur la mobilité, qui est 30% qui ont seulement le permis. Ouais, c'est un peu d'où finalement la proposition de l'équipe de Xavier Bertrand et de son équipe sur le financement des permis, qui est plus d'une utilité publique. Donc Nathalie, sur la réorientation. Alors, il y avait déjà plusieurs questions que j'ai notées au fur et à mesure, Peggy, notamment sur les contrats étudiants. Donc, on a tenu compte, hein, bien sûr, puisque ça nous a été remonté. On a mis en place 1000 contrats étudiants. On a offert 1000 contrats étudiants supplémentaires en région, ce qui fait à peu près 3000, presque 3000. Un petit peu moins, presque 3000 contrats étudiants de façon à sécuriser les parcours. Sur les transports au quotidien, effectivement, ce n'est pas notre compétence, c'est le transport interurbain, hein, et pas. Mais on a essayé de travailler, et on travaille encore d'ailleurs avec les EPCI qui ont cette compétence de façon à les accompagner davantage. Ce que voulait Xavier Bertrand, c'est le transport gratuit pour tous, et on est allé jusqu'au bout de la démarche. Ça, c'est effectivement, quand c'était notre compétence, on n'a pas pu se substituer. Très compliqué en France, avec en plus cette loi de Notret, où tout a changé, où on a fait bouger les lignes. Puisqu'il ne faut quand même pas l'oublier, notre région a pris cette compétence qui était avant la compétence du département. On s'est quand même pris plusieurs réformes en arrivant en 2015. Hein. Donc voilà, mais on a réussi à mener tous ces chantiers de front. Sur la réorientation. Alors, je regarde pour voir l'accès à l'information. Oui, ça, c'est quand même assez important. Xavier, à l'ère où, justement, toutes les administrations désertent un petit peu les petites villes, comme Cambrai, hein, qui est pas une très grande ville, où on a vu quand même certains services
partir. Je ne vous parle même pas de la ruralité, là où on voit vraiment tout fermer. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est venir, pas comme aujourd'hui seulement, hein, mais venir vraiment au quotidien être à disposition. Et donc, on a mis en place des antennes de région dans lesquelles, il y en a une à Cambrai notamment, hein, dans laquelle on a des agents au quotidien qui sont là pour renseigner les habitants, mais également les collectivités, les entreprises, les associations, enfin voilà, tout ce qui peut graviter et qui permet bien sûr d'être, c'est plus facile quand on a des interlocuteurs en face à face. Donc c'est très simple, hein, il suffit de se rendre dans les antennes de région, il y en a à peu près, voilà, on est bien disséminés sur le territoire. Sur le changement d'orientation, on a, il y a 3 ans maintenant, je crois, que la compétence apprentissage est partie, entre guillemets, hein, a été retirée des régions, pas complètement. Hein, on garde quand même, voilà, on garde quand même tout ce qui est investissement et, sur les établissements et les bâtiments. Néanmoins, à côté, on a pris la compétence orientation. Donc, on a mis en place, comme Proche Emploi, on a mis en place une proche orientation avec la mise en place d'ambassadeurs de l'orientation qui sont tout simplement des professionnels en exercice, qui se sont spontanément inscrits auprès de nos services pour aller parler de leur métier dans les collèges, dans les lycées et dans les universités, de façon à bien accompagner les jeunes, à leur parler vraiment de la réalité. Après, oui, avec cette crise, on a vu effectivement certains secteurs d'activité qui ont vu leurs salariés partir. Dont la restauration. Dont la restauration, par exemple. Moi, je sais que je suis directrice de 2 centres de formation. Il ne se passe pas une semaine sans que je forme 2 à 3 personnes qui viennent du milieu de la restauration, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler, parce que ça fait 1 an qu'ils ne bossent plus quand même. 1 an qu'ils ne bossent plus. Et du coup, comme ils ont l'habitude de bosser, ils se disent c'est plus du tout mon avenir. Ils ont connu autre chose. Et notamment pouvoir vivre le week-end, pouvoir vivre le soir avec leur famille et se disent voilà, moi je veux changer d'orientation. Et on s'est retrouvé effectivement avec un secteur d'activité où les restaurateurs, les bars, les hôtels ont un peu de mal à reprendre hein, quand ils vont devoir rouvrir complètement, parce que pour l'instant, ce n'est pas complètement rouvert. Ça va être très, très compliqué. Donc nous, la région, on a vraiment une responsabilité sur l'orientation et sur la formation. On n'a pas attendu que les choses soient dramatiques, puisqu'on a été alerté. Et donc, on a mis en place des actions ponctuelles qu'on continue à mettre en place, notamment avec les missions locales, avec Pôle emploi, de façon à faire des job dating pour pouvoir former des personnes qui pourront repartir dans ces métiers. D'accord. Très bien. Et je crois qu'on avait aussi une question de Sylvia, ou peut-être Jean-Paul, tu voulais intervenir. Non, mais c'est un peu pour avoir aussi ton feedback sur les questions, même si Nathalie a piloté beaucoup ces questions à la région au cours de la dernière mandature. Mais pas en étant hors sol, on est toujours… c'est sa spécialité, Nathalie. Donc, je m'incline. Okay. On avait une question et un témoignage de Sylvia qui était… je ne sais pas si Sylvia, vous êtes connectée. Sylvia, est-ce que vous êtes connectée? Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis directrice d'école à la fois dans une école en milieu rural et puis en zone d'éducation prioritaire, les deux. Et moi, j'aurais bien voulu témoigner à propos de l'inclusion des élèves à besoins particuliers qui pose problème en fait ces derniers temps parce qu'on en a de plus en plus de ces enfants à besoins particuliers, autistes, avec des troubles 10. Alors, les structures où les classes comme les Ulysse, les SECPA, en fait, sont de moins en moins nombreuses. Et en classe, on nous demande de les accueillir avec de moins en moins de moyens. Je pense notamment aux aides humaines. Le nombre d'heures accordées pour un enfant à besoins particuliers diminue d'année en année. Et on se retrouve avec des familles qui sont souvent démunies, en fait, face au handicap de leurs enfants. Alors après, je sais bien que la compétence n'est pas forcément de la région, mais voilà, c'est une question à poser. Non, je voulais dire un mot sur le sujet parce que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à quelqu'un qui est sur notre liste, qui est Daniel Vascal, qui est le maire du Touquet et qui a engagé d'ailleurs un combat sur le terrain. Il est aujourd'hui, d'ailleurs, avec des formateurs, avec des aidants, pour faire des propositions
et développer justement les aides en la matière sur le handicap. Donc ça, ce sera une des priorités aussi des mois et des années à venir, parce que c'est un énorme travail, mais on va en faire un axe vraiment très très fort. Et on remercie d'ailleurs Daniel parce qu'il est très 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 engagé dans sa commune et c'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour lui. Donc d'ailleurs, je vous mettrai en contact avec lui parce que lui aussi a besoin de retour terrain, de savoir un peu comment les gens le perçoivent. Et donc après la réunion, je mettrai en contact avec Daniel parce que je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes que vous pouvez faire ensemble. Merci beaucoup. Cette crise a vraiment montré qu'il y a des trous dans la raquette, clairement. C'est vrai que ce n'est pas directement de notre compétence. Néanmoins, on travaille beaucoup, c'est plutôt la compétence du département. Et on travaille, en tout cas, avec le département du Nord, nous, sur le sujet. Mais la région, ce n'est pas que le département du Nord. Le département du Nord a eu beaucoup d'actions en la matière. Et du coup, petit à petit, on met en place des formations. En fait, on essaie, de combler les trous dans la raquette et de pouvoir former. Parce que moi, je rejoins le propos de Sylvia, qui est enseignante en école élémentaire. Moi, j'ai les mêmes problèmes avec des lycéens qui sont aussi autistes et on n'est pas formés, parfois, nous, enseignants, à pouvoir prendre en charge un enfant handicapé physique, parce que nous, chez nous, on a des enfants en insertion qui sont handicapés physiques. Et des autistes aussi, mais malheureusement, on n'a pas, même s'ils ont des accompagnements, mais c'est un accompagnement pour, je veux dire, s'il y a 10 élèves dans tout l'établissement, les pauvres éducateurs ne peuvent pas se diviser en 10 élèves, en 10 pour chaque élève. Et même nous, je pense que pour Sylvia, c'est la même chose, on est un peu démunis face à la gestion de ces handicaps, parce que je n'ai pas été formée pour. Ni dans mon cursus universitaire ou dans mon cursus quand on passe le CAPES ou l'agrégation. Et je pense que, même si ce n'est pas forcément la compétence de la région, pas du tout, non, mais de toute façon, l'école primaire, c'est la compétence de la commune, le collège et le département et le lycée, c'est la région. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, et ça, bien comprendre qui fait quoi, où, comment. Alors, je sais que c'est un sujet auquel est très sensible aussi Xavier. À Saint-Quentin, dans la commune qu'il a longtemps dirigée, il y a une école, d'ailleurs 10, donc c'est vrai que tout ce qui touche aussi à la dyspraxie, à la dyslexie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la connaissance a beaucoup évolué, mais c'est vrai que les professeurs, les instituteurs, etc., ne sont pas particulièrement formés. Et les écoles qui sont un peu spécialisées pour accompagner les enfants, elles-mêmes, c'est un combat. Donc, je sais qu'à Saint-Quentin, puisque c'est la commune dont moi je suis originaire, je sais qu'il y a une école avec des bénévoles, avec un certain nombre de gens qui sont beaucoup engagés. Et ça, c'est vrai que c'est un gros chantier. Et je pense que vraiment, ça va être une des priorités, effectivement, aussi. Je pense qu'il faut qu'on s'empare de tous ces sujets, et notamment quand c'est un rapport avec la vie quotidienne, même si c'est de toute façon pas de notre compétence, puisque on s'aperçoit que les trous dans la raquette font que… Même si ce n'est pas de la compétence de la région, ça devient un moment, ces jeunes-là vont arriver sur le marché du travail. Et ça peut être dans la formation, ça peut être dans tout autre… Parce que toutes les communes s'emparent. Je sais qu'à Cambrai, il y a des choses aussi, des expérimentations qui ont été mises en place, notamment en Dimone, qui permet aux parents qui sont accompagnants d'un enfant avec handicap. On a mis en place des choses qui permettent aux parents de pouvoir sortir à domicile, etc. Et donc, tout le monde s'empare de tous ces sujets de société. Et effectivement, nous, on ne pourra pas passer au travers. De toute façon, le chantier de l'inclusion est un chantier, il fait partie des valeurs d'Alice, de Xavier, avec toute son équipe. Donc, l'inclusion est une valeur vraiment assez transversale à l'ensemble des équipes. Sylvia, juste une petite question, vous êtes toujours là? Oui, toujours là. Oui. Eh bien, super. Sylvia, dites-moi, comment vous avez, vous, senti les parents? Ça c'est plutôt quelque chose qui, durant cette période de crise Covid, est-ce que les parents ont été assez démunis? Comment vous, sur votre terrain, témoignage? Après, je suis dans une petite école rurale, ce qui fait qu'il y a une certaine proximité. J'ai les enfants plusieurs années de suite, donc on a de l'échange. Alors, démunis, voilà, je pense que ça aurait pu être pire. Par contre, c'est des parents qui sont fatigués. Ouais.
fatigués parce que ils ont dû gérer le travail, les enfants, et on les sent au quotidien du coup dans l'agressivité. Et nous, enseignants, c'est ça qu'on ressent là en cette fin d'année. Comme quoi les enfants ont peut-être beaucoup plus de capacité d'adaptation que les parents sur cette crise. C'est un peu ce qui est. Ah oui, oui, oui. Moi, je trouve que les enfants se sont adaptés au protocole, au masque, et que voilà, finalement, c'est dingue de se dire ce qu'on a demandé à des enfants de 10 ans et qu'ils supportent au quotidien. Incroyable. Et puis, c'est aussi le travail que vous avez fait en tant qu'enseignant, et je m'adresse à toi aussi, Émilie, c'est un travail absolument remarquable, puisque vous avez dû quand même, vous aussi, faire preuve d'une grande capacité d'adaptabilité par rapport aux circonstances. C'est pas évident de garder le masque, c'est pour l'enseignement, mais c'est aussi pour les autres métiers, tout. Mais quand on doit parler pendant 8 heures ou 9 heures avec un masque devant soi, les premiers temps, je pense que pour Sylvia ou pour nos collègues ou autres formateurs ou professionnels de la santé, etc., c'est difficile. Au début, j'avais mal à la tête quand j'entrais à la maison. Oui, bien sûr, c'est bien sûr. Bon, et puis après, c'est vrai qu'il y a eu aussi la fracture numérique dans tout ça. On a des enfants qui ont pu suivre bien plus que d'autres. Alors, nous, on s'est adapté parce qu'on a des tablettes à l'école et qu'on a pu en prêter à certaines familles, mais sinon, ça aurait été compliqué. Ça a été la raison pour laquelle on a mis en place cette aide, notamment pour les étudiants, les lycéens. Voilà, puisque c'est la compétence de la région, où on a acheté une tablette et mis à disposition de jeunes qui n'avaient absolument pas les moyens, puisque dans les foyers, parfois, il y avait un PC et encore pour 3 ou 4 personnes, donc c'était très compliqué. J'avais un élève, il était une famille de 6. Ils avaient un téléphone connecté, ils avaient des vieux téléphones parce que les parents n'avaient pas les moyens d'avoir des téléphones iPhone, machin. Donc pour 6 gamins qui étaient tous dans des niveaux différents, ils avaient un téléphone pour envoyer leurs parents. C'était aussi très difficile. Mais dans la question de la lutte contre les inégalités, ça fait partie des sujets, parce que la fracture numérique, qui paraît parfois un peu lointaine pour certains, c'est une réalité. Mais c'est clairement ça. Et ça, c'est un sujet aussi qu'il faudra aborder. Bon, il y a tout ce qui a été fait aussi par la région à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est de la compétence de Christophe Coulon, tout ce qui touche aussi à la fibre. Bon, il y a des gros progrès qui ont été faits. La région s'est beaucoup investie. Mais l'égalité aussi entre les territoires en matière d'accès à Internet et à la fibre, c'est pas rien. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense, Sylvia, je ne sais pas si dans ton école, est-ce que tu as la fibre ou dans ton village? Non. Non. Tu as dû travailler. Ça arrive, mais pas encore. Pendant le confinement, travailler, si tu n'avais pas de connexion ou machin pour toi bosser, c'était, je pense, difficile pour toi comme pour tes élèves. C'est quel village, Sylvia? Alors, moi, je suis vraiment à la frontière de l'Aisne. Je suis à côté de Bohain en Vermandois. Ah oui, je connais bien. On va en parler à Christophe Coulon. C'est l'occasion aussi de ces réunions, c'est de pouvoir parler directement et de faire remonter les choses derrière à ceux qui vont chercher les dossiers. Je le note pour Christophe Coulon, donc la fibre dans le village de l'Aisne. On fait comme ça. Alors, par contre, Christophe, sur son autre compétence apprentissage, parce que même si on l'a perdu, on a continué à œuvrer énormément, on est allé plus loin aussi de nos prérogatives, en sécurisant les parcours, notamment sur les jeunes qui n'avaient pas de contrat, puisqu'on a quand même des jeunes qui ont fait tout un parcours en alternance sans mettre un pied dans l'entreprise, tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas trouvé, parce que les entreprises étaient fermées. Et donc là, on leur a permis de continuer leur parcours pour éviter vraiment tout le décrochage. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a essayé de mettre en place des choses, mais on va la payer, la facture. Clairement, on a des jeunes qui, malheureusement, vont avoir un diplôme qui ne sera pas forcément un vrai diplôme, en tout cas considéré comme tel. Et on devra demander aux entreprises qui vont les accueillir de faire preuve de tolérance, de continuer à les former parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que mettre un pied dans l'entreprise. On a des jeunes qui ont dû aussi se connecter à distance, qui ne pouvaient pas et qui n'ont pas eu tous les cours et à qui il va manquer des choses. Et donc, on a quand même malheureusement toute une génération qui va être entre guillemets sacrifiée. Il faut qu'on se prépare à ça et qu'on soit prêt à ça. Justement, pour rebondir, les entreprises devront accompagner, parce que je prends un élève qui sort d'un BEP ou d'un CAP électronique ou plomberie, etc. Et si le pauvre gamin n'a pas pu suivre l'alternance, il va arriver devant... Ce qui est sûr, c'est que la région est bien armée, parce qu'avec la tête de liste qu'on a ici dans le Nord,
c'est sûr que voilà, ce sont des gens qui savent ce dont ils parlent, c'est des problématiques qu'ils connaissent parfaitement. Qui le vivent au quotidien. Qui vivent au quotidien. Ils sont pas, c'est pas des trucs vus de Paris. Non, c'est du terrain, du vrai terrain. Bon. Alors peut-être 2-3 choses peut-être sur le territoire aussi, parce qu'ici on est quand même, on est à Cambrai. Oui. Puisque l'idée un peu de ces réunions, c'est de parler effectivement d'une thématique, de présenter les candidats, mais c'est aussi de parler un peu du territoire et de ce qui a été fait par la région, de ce que. Donc là, si tu peux nous dire aussi 2 mots sur le territoire du Cambrésis et puis au-delà, sur l'arrondissement, sur le nord. La région a répondu présent, alors sur un énorme dossier, pour le coup. 2, je dirais, mais plutôt un qui concerne vraiment le Cambrésis, c'est Yvalet. Oui. Qui est en fait. On y est passé. Voilà, donc vous avez vu le chantier pharaonique. Très impressionnant. Ouais. Voilà. Et donc, là, pour le coup, évidemment, le président de l'agglo, alors les 2 présidents d'agglo, puisque c'est à cheval sur le Pas-de-Calais et sur le Nord, avec Cambrai, bien sûr, ont œuvré, mais se trouvaient à un moment coincé avec l'investisseur qui a dit bon. En fait, on réhabilite une ancienne base aérienne. Voilà. Donc, on a tout eu, le hibou des marais, on a eu les fouilles archéologiques, on a eu la. Là aussi, il faut de la simplification administrative, voilà. Tout en respectant la. Et donc, on est allé, pour le coup, quand on a été élu, Xavier a rassemblé son équipe et lui a dit moi, je vais juste vous parler à vous et dites-moi ce en quoi je peux vous aider en commençant. Voilà. Et donc, moi, tout de suite, je l'ai interpellé, bien sûr, sur l'ABA en disant, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas besoin d'argent, on t'en demandera peut-être après. C'est quoi l'ABA? L'ABA 103, de base aérienne. Ah, non, moi, je dis ça parce que… Dans le langage cambrésien, c'est l'ABA. Je me suis dit, c'est peut-être un truc administratif. Le cambrésien comprend. Voilà. Mais c'est une bonne action également qu'il nous a faite. Une bonne action. Puisque, en fait, il a dit, Banco, je vais vous aider. Et donc, effectivement, il s'est adressé au préfet qui a joué le jeu. Là, ça a vraiment été un partenariat de tous les acteurs. Une vraie synergie. Quoi. Et ils ont débloqué, tout à fait. Et ils ont débloqué le dossier. Et ça y est, c'est parti, puisque là, nous avons inauguré il y a 10 jours avec Xavier, justement, et les autres élus, les 2 premiers bâtiments. C'est une zone énorme, puisque à terme, c'est plus de 1000 emplois, qui va être à 140 mètres exactement de la plateforme du canal Seine Nord qui va passer, qui est le 2e projet sur lequel, évidemment, la région a beaucoup œuvré. Puisque si nous n'avions pas été là, je pense que là, une fois de plus, le canal était enterré. Voilà. Donc là, c'est sur les grands projets. Mais parallèlement à ça, la région est là au quotidien, sur des chantiers qui concernent Cambrai et la périphérie. Moi, je sais que, par exemple, sur ces 6 derniers mois, j'ai énormément accompagné les communes rurales, puisqu'on a eu le fonds spécial de relance, qui a permis à une vingtaine de communes du Cambrésis de pouvoir y prétendre sur des projets de travaux. C'est la rénovation de l'école, c'est une rénovation de rue, etc. C'est vraiment de l'accompagnement au quotidien. Et là, justement, le fait d'être élu de territoire, comme dit Xavier, à portée d'engueulade, c'est vraiment ça. C'est qu'on a souvent les maires des collectivités, les habitants qui vous passent à savon, mais qu'est-ce que c'est bon après de les appeler. Quand on y est arrivé, moi je me suis fait un plaisir de les appeler tous individuellement pour leur dire c'est cool, le projet, et puis bon voilà, ça fait partie du quotidien. Ça ne fait pas partie de notre quotidien, mais c'est bien aussi de temps en temps de le vivre. Non, mais c'est important en termes de territoire, et puis aussi, on a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne sont pas dans le Cambrésis, mais ici, on est quand même à 2 pas de l'Aisne, on n'est pas loin de la Somme. C'est vrai. Donc, on est vraiment dans une zone. Donc, tout à l'heure, il y a le Pas-de-Calais, etc. Donc, l'emploi, ça va irriguer au sens très, très large. Il y a des gens, effectivement, en fonction de leurs compétences, qui viendront travailler aussi dans le Cambrésis. D'où la nécessité aussi sur la mobilité en permanence de faciliter les déplacements. Et la mobilité, ce n'est pas rien pour, surtout dans le secteur de la logistique. Parce que 1000 emplois pour le bassin du Cambrésis, c'est un défi. C'est vrai, rappeler que l'Yvalet, c'est en tout cas l'ambition d'être la plus grande plateforme et logistique d'Europe. Donc c'est un projet absolument d'envergure et c'est un projet qui va passer le Nord au cœur même de l'Europe. Ah oui. Cambrai en premier, alors on est un peu stressé parce qu'on se dit est-ce qu'on va arriver à fournir la main-d'œuvre, ce qui n'est pas simple. C'est un grand défi. Voilà. Beaucoup de métiers. Et je me souviens, j'ai visité, alors je ne sais pas si c'était chez toi, un endroit où on formait aussi des gens à travailler dans les entrepôts. Je me souviens d'être allé dans un centre de formation quelque part. C'était très, très impressionnant. Et où, effectivement, c'est chez moi. C'est chez toi? Peut-être, oui. Ouais.
Et il y avait des quilles, etc. On formait des gens aussi à travailler sur les de la manutention. Et dans la région, mais là, on va aborder des métiers vraiment à forte valeur ajoutée, notamment sur de la technologie. Et c'est là où on a intérêt, et c'est là où la région va jouer vraiment son rôle de formation, d'anticipation, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, c'est beaucoup d'espoir quand même pour notre territoire. Très bien. Bon. Et puis après, il y a le ferroviaire aussi, il y a les lignes. Hein. Tout à fait. Il y a plus d'1 milliard qui ont été investis aussi sur la rénovation. Ça, c'est les dossiers de Franck Versin, mais c'est vrai, les commandes qui ont été passées. On a sauvé une ligne pour le ferroviaire. Et puis, il y a une ligne ici qui a été. Bon, il y en a plusieurs. Alors, il y en a deux, essentiellement. Et c'est vrai que la liaison aussi en allant vers Maubeuge, etc. Il y avait Cambrai-Valenciennes et Cambrai-Douai qui ont été vraiment confortés pendant ce mandat. Donc, beaucoup de travail encore. C'est vrai que la dernière fois, c'était une campagne qui était et on va continuer à se battre d'ailleurs pour le travail. De toute façon, même si c'était le slogan de 2015, il reste vrai aujourd'hui. C'est une grande valeur de notre France, le travail. C'est vrai. Donc, on est content d'avoir des gens comme toi aussi avec nous, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des enseignants. Bien sûr. Il n'y a pas d'avenir sans enseignants. C'est vrai. Moi, tout à l'heure, je suis très sensible à ces questions. Notre jeunesse, il faut la former dès la petite école, il faut continuer, c'est un bon travail, c'est 20 ans de travail, et donc ça, c'est un enjeu central. Et moi, je sais que j'ai une vision de l'environnement, notamment, qui est vraiment une écologie qui n'est pas punitive, qui est positive, que je vois comme ça. Donc tout ce qui est fait par la région pour la rénovation des chemins ruraux, ce qui est fait effectivement dans les petits villages est important. Mais moi, je tiens beaucoup à la question de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la santé, c'est l'avenir, et puis il faut aussi que nos jeunes puissent, parce que quand on ne vit pas à la campagne, quand on vit en ville, parfois on a coupé un peu le lien avec la nature, et l'alimentation notamment. Ce n'est pas seulement une question de grands programmes un peu complexes, c'est de savoir comment ça pousse. Et donc, on a eu, nous, cette initiative avec l'association dont je m'occupe depuis plusieurs années, de créer des potagers dans les lycées. Donc, on en a créé un à Lille, on en a créé un à Amiens, un à Clermont-Bloise, un à Calais. Et donc, à chaque fois, c'est de la co-construction qu'on a fait avec les rectorats, avec les professeurs, avec les élèves, avec les parents d'élèves. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut développer. Donc, ça va être aussi un moyen de pouvoir présenter au corps enseignant, de venir dans ces lycées pour voir un peu ce qui a été fait avec les paysagistes, comment les élèves travaillent, puis on va essayer d'apprendre. Donc, on a eu d'autres initiatives aussi dans le bassin minier, un peu partout. Et donc, l'idée parfois qui est de dire, ah bah oui, mais la liste, quand même, c'est pas l'environnement, la nature. Moi, je tiens à dire que c'est vraiment faux. C'est une de nos priorités. Ça a été notre priorité avant. J'ai vu que dans certaines municipalités vertes, on commençait à casser du macadam dans les lycées. Ben, moi, je peux vous dire que c'est fait. On n'a pas attendu et qu'il y a aujourd'hui des potagers qui poussent dans les Hauts-de-France. Donc ça, moi, j'en suis très fier. Je remercie la région d'avoir aidé. Et on va continuer à se battre pour ça aussi. Voilà, merci. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas. Vraiment, on est à votre disposition. On est resté dans le timing. On sait que bon, tous ces Zooms, c'est un peu long. Un jour, on viendra, j'espère, à des réunions qui sont plus proches de vous. Ça manque, ça, dans la campagne. Quand on est habitué, effectivement. Aller tracter sur les marchés, parfois, ça fait du bien. Voilà. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci à vous. Encore. Merci pour l'accueil. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur tous les réseaux sociaux. Donc, notre page Se Battre pour vous, Twitter, Instagram et le site internet sebattre-pour-vous.com. Merci aux intervenants aussi d'avoir pris du temps de réfléchir. Merci et à bientôt. Donc, on vous donne rendez-vous pour d'autres réunions. On va en faire une le jeudi prochain. Et puis, on va essayer d'accélérer. Il y en aura d'autres. De toute façon, on est là. On est présent pas seulement sur les marchés, on est présent sur les marchés. Mais on est à votre disposition. Et puis, vraiment, alors, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à poser. On essaiera d'apporter des réponses. Toujours apporter d'engueulade, quand même à le dire, Xavier. Merci, bonne soirée. Merci encore. À bientôt.